Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je reçois Feriel, qui est coach d'anglais et de français. Elle est aussi neurolanguage coach comme moi, donc on va peut-être parler dans cette interview de cerveau ou de choses un peu en dehors du domaine des langues, mais quand même liées à l'apprentissage et à toutes les choses qui sont importantes quand on apprend les langues, sur lesquelles on n'a peut-être pas l'habitude de se concentrer. Alors, avant qu'on commence, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle les auditeuristes devraient rester devant cette interview et nous écouter parler pendant une trentaine de minutes? À part le fait qu'on est captivante et qu'on se dit plein de choses super intéressantes. Euh, oui, peut-être pour relativiser l'importance du fait qu'ils parlent déjà la langue qu'ils sont en train d'apprendre très très bien ou plus ou moins bien et pourquoi il faut peut-être dédramatiser un petit peu. Rassurer les gens que ce qu'ils font, c'est déjà super. C'est déjà super d'avoir commencé. Ou si vous êtes dans un pays étranger, d'avoir franchi ce pas, toutes ces étapes pour en arriver là. Vraiment, bravo. Et puis la langue, c'est la cerise sur le gâteau. Donc, continuez. Pas se décourager, continuer pour réussir à communiquer dans cette langue. Et puis, bah, dans cette interview, vous allez en apprendre un peu plus sur Feriel, son parcours et puis des conseils sur l'apprentissage des langues. Donc, Feriel, comme j'ai dit, est coach de langue, d'anglais et de français. Elle est née en Algérie. Elle a vécu dans plein de pays, l'Angleterre. Donc, l'anglais, en fait, était sa première langue écrite, étudiée à l'école. Ensuite, donc sa famille était bilingue, donc elle parlait déjà arabe, français. Elle est allée en Amérique du Nord, en Afrique du Nord, de l'Ouest, donc vraiment un parcours international pour maintenant être installée à Paris et coach de langue. Feriel, je suis super contente de t'accueillir. On s'est rencontrés un peu plus tôt cette année et puis j'avais vraiment envie de faire cette interview, donc merci d'être là. Merci de me recevoir. Et est-ce que tu peux peut-être, si j'ai oublié quelque chose dans ta présentation, de nous dire quelques mots sur toi? Non, c'était pas mal. Donc, je suis Feriel Temar. Je suis Neuro Language Coach depuis quelques années. Et oui, bah, je parle anglais, français. Je crois que je suis une vraie bilingue. Et je parle deux ou trois autres langues parce que j'aime beaucoup m'amuser à apprendre des langues. Mm. Et du coup, Voilà. bilingue, est-ce que tu te considères trilingue avec l'arabe ou l'arabe est un peu en dessous? Non, 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 l'arabe est en dessous. Je D'accord. suis... Non, non. L'arabe, je le comprends, mais c'est pas une langue dominante du tout. D'accord, c'est la langue de la famille C'est la et langue de encore la non, famille paternelle, des paternelle. grands-parents. Et quand les grands-parents sont plus là, ben voilà, Ça se perd un peu, ouais. ça se perd un peu. Et justement, c'est une des raisons pour lesquelles je t'ai invitée, parce que dans ce podcast, j'ai pas encore parlé de ce français d'Amérique du Nord ou de la relation entre la langue française, l'Afrique du Nord, entre le français, donc la langue coloniale, et puis l'Algérie ou la Tunisie ou le Maroc. De ton côté, comment ça s'est passé, ce bilinguisme dans la famille En fait, ma génération à moi, donc j'ai 51 ans, était francophone. À l'école, en tout cas, à la télé, il y avait qu'une chaîne à l'époque et c'était en français. Avec mes parents, on parlait que français. Donc l'arabe, c'était plus la langue de la famille de mon père, qui était un peu plus peut-être traditionnelle, surtout ma grand-mère. Là, on parlait arabe, l'arabe algérien. Mhm. Mais sinon, c'était encore un pays qui était très francophone. Après, en gros, je me suis réveillée un matin et c'était devenu un pays arabophone. C'est-à-dire que le pays a basculé dans l'arabe au niveau de l'université, même, non, même du lycée, du collège et tout, ah, très, très soudainement. Ok. Tu sais à quelle Euh, période à peu près quand tu ouais, t'es réveillée, c'était... c'était dans les débuts des années 80. Donc, j'habitais en Algérie à ce moment-là, que j'ai peu habité en Algérie. Donc, ouais, 81, 82, quelque chose comme ça, je crois. Pardonnez-moi si c'est pas la date exacte, mais début des années 80, c'est devenu un pays arabophone. Donc, les jeunes se sont retrouvés à aller à l'école un jour et tout le cursus était passé en arabe, du Ouais. français à l'arabe. Ouais, et maintenant, on a beaucoup de jeunes qui veulent aller étudier en France ou au Québec, qui
connaissent encore un peu de français, mais qui atteignent les limites et qui ont plus cette base du français de haut niveau que les générations précédentes avaient. Donc, effectivement, on sent bien un changement aussi du côté des profs de FLE, de français langue étrangère, où on a des personnes qui nous contactent d'Afrique du Nord. Ouais, ouais. Et j'ai lu aussi beaucoup d'articles récemment sur la percée de l'anglais. Donc, le fait que l'anglais devient une langue plus populaire pour les jeunes et pour les étudiants que le français. Est-ce que tu as des infos là-dessus? Oui, oui, j'ai des infos. Donc, j'ai communiqué avec mes cousins en Algérie qui ont, eux, à peu près, peut-être qu'ils sont dans la trentaine, pour leur demander quelle langue déjà ils parlaient avec leurs amis et tout ça. Bon, avec moi, ils parlent français, ils parlent très bien. Ils ont un léger accent qu'il n'y avait pas avec la génération juste d'avant, donc c'est marrant parce que. Mais bon, ils parlent français. Entre eux, ils parlent arabe, apparemment, essentiellement. Par contre, ils me disaient que les plus jeunes, en effet, comme tu as entendu dire, se tournent vers l'anglais beaucoup. Pourquoi? Ben, Internet, YouTube énormément. Mm. Voilà, tout simplement. Et elle me disait même les petits, donc ma petite cousine qui a maintenant, je crois, 7, 8 ans ou 9 ans, jusqu'à ce qu'elle aille. En fait, il y a à la maison, elle a commencé à parler français avec sa mère, mais sinon, c'était l'anglais. Enfin, l'arabe, évidemment, et l'anglais. Parce qu'elle se regardait des petites vidéos avec les copines, elle parlait des petites vidéos en anglais. D'accord, ouais. Donc, c'est pas de très bon augure pour la francophonie et puis le Québec qui essaye si je reprends mon contexte ici, où le Québec se demande comment maintenir le français, faire la promotion, mais on lutte contre le monde entier qui est en anglais puis qui est contre nous, quoi. Donc, c'est vraiment hyper difficile de faire continuer les jeunes en français. Après, c'est vrai qu'en Afrique du Nord, alors je ne peux pas dire Afrique du Nord parce que je ne veux absolument pas parler pour Ouais, la juste Tunisie et le l'Algérie. Maroc, juste pour l'Algérie. Ce que deux personnes m'ont répondu aussi, c'est qu'il y a une réaction un petit peu. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais peut-être on ne veut pas parler français parce que c'est la France et on veut se tourner vers quelque chose d'autre. Mm. Il y a peut-être un petit rejet. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Eux l'interprètent comme ça. Euh, donc peut-être éventuellement quelque chose de délibéré vers l'anglais. Ouais, j'ai lu ça dans des articles aussi où il y a une dimension politique avec le français. On ne peut pas nier toute l'histoire du passé. Et c'est vrai que Ça. si ils veulent se détacher vraiment du passé, de toutes ces relations un peu floues, enfin, je ne sais pas comment les qualifier, mais les relations complexes avec la France, l'anglais, c'est une langue neutre et ça ouvre aussi beaucoup de portes à l'international pour trouver un travail. C'est sûr que l'anglais, c'est quand même très utile. Et je voudrais dire que très souvent, pour les Algériens, mais pour les arabophones peut-être en général, mais pour les Algériens, je l'ai beaucoup, beaucoup remarqué parce que ben, ici en France, j'ai eu beaucoup d'apprenants qui étaient originaires d'Algérie. Il y a beaucoup de facilité, par exemple, au niveau de la prononciation. Entre l'anglais et l'arabe, il y a beaucoup de sons qui sont les mêmes. D'accord. Par exemple, en arabe, il y a deux lettres différentes. Une correspond au th et une correspond au the. Ouais. Donc, des choses comme ça. Oui, c'est un peu moins difficile Et qu'avec les Français pour leur faire le oui, the oui, voilà. ce. Donc, par exemple, oui, c'est très souvent quand j'ai des gens d'origine algérienne, au niveau de l'accent, ils basculent assez vite dans un accent très facile à comprendre quand ils parlent anglais. Mm, mm. Intéressant. Bah, puisqu'on est sur l'accent, les Français, l'anglais, je vais passer direct à la question sur les Français qui n'osent souvent pas parler en anglais. On a tous des bases, au moins jusqu'au lycée, on a tous étudié l'anglais, donc on est capable en théorie, d'avoir une conversation au moins basique. Mais il y en a beaucoup qui ont des complexes sur leur niveau, qui n'osent pas se lancer ou qui ont peur de leur accent, enfin peur d'avoir un accent trop fort. Qu'est-ce que tu en penses et comment tu travailles avec ces gens-là? Oui, alors c'est vraiment intéressant parce que les Français pensent qu'ils parlent anglais moins bien que les autres Européens, par exemple. Mm. Et souvent dans l'idée que, par exemple, j'aime bien l'exemple de l'Allemagne, qu'en Allemagne, les gens parlent anglais. Tous très bien, avec pas d'accent du tout. Oui, que non. Il y a aussi Je des me suis accents que perdue en des... voiture en Allemagne et j'ai pas pu parler anglais ou que ce soit. Donc, je pense que si on définit l'Allemagne par Munich et Berlin, peut-être, et Francfort, mais je pense qu'il y a pas mal de villes, ou en tout cas même des quartiers dans ces villes-là où on parle moins bien. Exactement comme à Paris, selon le quartier où on va, ben, il y aura plus de jeunes qui, eux, parleront plus anglais. Donc, c'est vraiment intéressant parce que non, les Français ne parlent pas moins bien anglais que tous les autres Européens.
Pour moi, ils ont les mêmes méthodes d'apprentissage et j'entends les mêmes critiques du système en Espagne et en Italie, par exemple, qu'en France. Mm. Et je pense qu'ils sont tous dans le même bateau. En revanche, je crois qu'ils n'osent pas parler plus que les autres parce que c'est vrai que très souvent, quand on me demande d'où je suis, si je réponds française parce que je la fais court, j'ai pas envie de raconter ma vie, on me dit «Ah bon, tu parles bien anglais?» Tu parles Donc bien en anglais pour une Espagne, Française. oui, en Espagne, on me dit souvent ça, par exemple, et pour une Française. Et donc, ça m'étonne toujours parce que j'ai envie de leur dire, mais vous parlez pas anglais si bien que ça non plus. Mais je pense que eux osent ou parlent, je ne sais Mhm. pas, et que les Français peut-être n'osent pas. Ce qui est curieux parce que je pense que la base d'anglais des Français est très très solide Oui, en termes oui, de oui. grammaire. Ouais. Mais peut-être un peu trop Et solide en termes de grammaire et pas assez en termes ouais, d'expression. d'expression. Et puis je pense que beaucoup de gens, mais c'est pas propre qu'aux Français, je sais pas, pensent qu'ils devraient pouvoir parler anglais. Et comme je Oui. leur dis souvent, et j'ai dû le dire une fois, oh non, plein de fois, mais je pense qu'une fois j'ai vexé quelqu'un en disant, mais en gros, je le dis pas comme ça, mais vous vous prenez pour qui? Que vous êtes français, ayant grandi en France, entouré de francophones, et vous pensez que vous allez ouvrir la bouche et que l'anglais va sortir comme ça et que tout le monde va comprendre. Non, non, c'est normal que ce soit un petit peu compliqué. Mm. Et, Et juste et pour, puis, parce que les personnes qui écoutent ma chaîne apprennent plutôt le français, c'est la même chose pour le français en fait. On remplace l'anglais par le français. Vous avez eu oui, aucun contact ou très peu de contact avec le français. C'est normal que ce soit difficile. Donc c'est rassurez-vous, normal. tout va bien. Tout va très, très bien. Et puis, c'est très, très, très courageux d'apprendre une langue Mm. quand on est adulte. Ouais. Et donc, comment tu travailles qu'est-ce que tu fais, par exemple, pour débloquer, pour commencer cette machine de prendre l'habitude de parler et se mettre un peu en inconfort? Oui, alors, déjà, faire réaliser ça aux gens, Mm. que ce qu'ils font, c'est vraiment quelque chose de super chouette. Quand ils veulent apprendre, dans mon cas, c'est vrai que je fais plus l'anglais. Là, je fais de plus en plus de français, mais je faisais plus d'anglais. Que les gens se rendent compte que la démarche qu'ils font de vouloir absolument parler anglais, être compris et tout ça, ben, les gens qui sont en phase 2, si c'est par exemple dans le cadre du travail, les anglophones qui sont en phase 2 ne sont pas en train de faire l'effort d'apprendre le français. Mm. Donc, je trouve ça vraiment chouette ce qu'ils font. Mm. Ensuite, comme je travaille beaucoup avec le français et l'anglais, et qu'il y a énormément de choses en commun entre les deux langues, ben, faire réaliser aux gens à quel point les langues sont similaires. Donc, c'est vrai que je travaille beaucoup, beaucoup sur les similarités entre les langues plutôt que sur les différences. Mhm. Et je me sers beaucoup, beaucoup des différences pour me servir des différences comme une encre, comme quelque chose dont on peut se souvenir justement parce que c'est différent. Mhm. Essayer de trouver aussi de l'humour dans ce qui est différent. Donc, à une époque, je travaillais avec les enfants. Bon, bah, ils étaient morts de rire quand je leur disais qu'en anglais, un mur, c'était un garçon Mhm. et qu'une chaise, c'était une fille. Et donc, ça, je l'ai fait quand je donnais des cours de français à des petits qui parlaient anglais et vice-versa. Faire comprendre aux petits francophones que c'est super bizarre pour les Anglais quand on leur dit que le mur, c'est un garçon. Oui. Donc voilà, donc voilà, je travaille beaucoup sur l'humour, les différences, les similarités, et puis faire comprendre aux gens que leur vie ne dépend pas qu'ils apprennent cette langue. Il faut dédramatiser quelque part. Mhm. Et que, oui, évidemment, ça peut être attaché à un travail, à une vie dans un nouveau pays, mais qu'ils y sont déjà. Par exemple, quelqu'un qui vient à Montréal et qui doit parler français, il est déjà là. Par exemple, il est à Montréal. Il, il- il a déjà fait cet effort-là de vivre là, d'adapter sa vie, peut-être toute sa culture, et que bon, ben, ça sera un plus, c'est quelque chose qui va venir et qu'il ne faut pas avoir peur. Voilà. Je pense que c'est peut-être pas le plus grand courage du monde et le plus difficile. Je ne sais pas si je l'explique bien. Si je comprends bien, je vais essayer de reformuler, tu me Ouais, diras si c'est ça. Donc, surtout quand on est expatrié, en fait, c'est déjà un grand bouleversement de changer sa vie, de s'adapter à une nouvelle culture. Et si tu parles pas français ou anglais comme ça dès le début parfaitement, c'est peut-être pas ta priorité. Ta priorité, ce serait de te sentir bien, de t'adapter au contexte. Et puis après, la langue va venir, tu vas être plus serein, donc plus calme et relax pour apprendre cette langue. Et là, ça va se débloquer. Est-ce que c'est ça? elle va peut-être venir après, elle vient peut-être en même temps, Mm. mais
la langue qui paraît la chose la plus difficile parfois, peut-être que c'est pas le plus difficile, peut-être que le plus difficile, c'est plein d'autres choses que les Mmh. gens vivent pour même arriver jusque-là. Et ça, c'est le bonus, ça, c'est un plus, mais ça doit pas être la chose qui fait le plus peur. On est quand D'accord. même humain, on arrive quand même à communiquer, on sourit tous de la même façon, on pleure tous de la même façon, on utilise nos mains de la même façon. Donc voilà, c'est ce stress et cette peur et cette angoisse qui est rattachée à la langue Mmh. que, que j'essaye que j'essaye de rendre la plus petite possible, en fait. Ouais, la langue, c'est un outil de communication, mais on a plein d'autres outils. Donc, si celui-là, il est un peu moins bon, on va compenser avec d'autres choses et puis on va réussir à établir la communication, à obtenir ce qu'on veut pour bah, atteindre nos objectifs dans notre vie quotidienne. Donc, c'est pas un obstacle insurmontable. C'est Non, et un, puis on le fait tous les voilà, on jours. le fait tous les jours. Ouais. Je pense que tous les gens avec qui on travaille, toutes les deux, le font tous les jours. Ils vivent leur vie, en fait. Mhm. Et nous, après, on est là pour leur donner des outils pour la vivre encore mieux, pour qu'ils s'épanouissent, pour qu'ils évoluent, mais ils ont déjà fait toute leur vie sans nous. Ouais. Donc, on est juste là pour amener le petite étape supplémentaire enfin petite, c'est une grosse marche, Ah mais ouais, on est là pour les accompagner dans cette marche ouais, de vivre avec plus de confort. Parce que c'est un confort quand tu peux parler la langue. évidemment, Donc mais c'est évidemment. pas vital, mais c'est Ça peut devenir ça peut. vital, mais peut-être se rendre compte qu'on a déjà fait tellement de choses vitales que ça a sa place, mais de ne pas en faire plus que, voilà, une plus grande Ouais. peur que ça n'est. C'est juste une autre chose en plus de tout ce que tu as déjà fait. Et donc, tu les as surmontées, tu es capable de surmonter celle-là aussi. C'est le Ouais, même plan d'attaque que tout le reste que tu as déjà accompli. C'est pas plus difficile ou moins exactement. difficile. Enfin, ça peut être moins difficile, mais très bien. Bah, puisqu'on parle de vivre dans un pays étranger, une autre langue, une autre culture, tu as vécu beaucoup en Amérique du Nord. Donc, je crois que tu as fait tes études high school, donc l'équivalent du lycée, et puis peut-être College. college aux États-Unis et après à Montréal, c'est ça? Oui, ouais. J'ai fait mon primaire en Angleterre, puis ensuite les 4 dernières années de secondaire et l'université, mon premier cycle universitaire aux États-Unis. D'accord, et Et donc c'est le ensuite mon deuxième deuxième cycle. cycle universitaire au Québec, à D'accord. Montréal. Mm. Et donc comment ça s'est passé l'arrivée au Québec? Est-ce que tu avais une idée de la C'était dur. culture? Ouais, dur. Qu'est-ce qui était dur? Ah, c'était dur d'abord parce qu'il fallait que je réapprenne le français. Enfin, je parlais français à la maison, Mm. mais je lisais des romans en français parce que je lis beaucoup et c'était mon encre à la langue française. Mais quand il a fallu écrire parce que je faisais des études d'économie, quand il a fallu écrire des devoirs d'économie en français, ben, j'écrivais des romans. Et Mhm. je me rappelle une fois, j'avais été très mal notée et j'avais envoyé à mon père mon devoir parce qu'il est économiste et je voulais avoir son avis, pourquoi j'avais une tellement mauvaise note. Et il a éclaté de rire. Pas méchamment, mais c'est sorti tout seul. Parce qu'en fait, moi, j'étais, je sais, Balzac et Zola, quoi. J'étais en train d'écrire un roman. Je ne savais pas écrire le français autre qu'un roman du 19e siècle, en gros. D'accord, et c'était pas une argumentation bien Ah non, pas du tout. formatée, type DALF. Pas du tout. C'était. Donc, j'ai dû négocier avec mes professeurs pour savoir si pendant quelques mois, je pouvais faire mes devoirs en anglais, Mhm. ce qu'ils ont accepté parce ils parlaient anglais aussi. Et puis, il m'a fallu quelques mois pour réapprendre le français. Et Euh, comment tu as travaillé justement pour être capable de faire ces devoirs en français J'avais des colocataires françaises. Je me suis remise en bain du français. J'ai quand même pris quelques livres en français pour essayer de lire l'économie en français parce que bon, bah, Mhm, j'avais tous les termes à apprendre. mhm. Euh, mais ça a pris un peu de temps, oui. Ouais. Ça a pris du temps. Mais je travaillais, j'étais dans une école francophone, donc les autres étudiants étaient francophones. J'ai réappris à avoir des amis francophones, à rigoler en français, à faire des blagues en français, à avoir un humour francophone. J'ai dû tout réapprendre, mais ça a dû prendre une bonne année, hein. Ouais. Donc, même en parlant très bien français, pour atteindre ce Oui, niveau universitaire qui est un français différent, ça demande un travail conscient et une pratique. oui.
Donc c'est, Et il y avait l'accent québécois qui était, en tout cas montréalais. Je ne devrais pas dire montréalais, québécois. ouais, il est assez, doux, mais quand Il même, il était doux, mais existe. quand on le connaît pas du tout, voilà. Maintenant, enfin, quand j'y repense, je me dis: «Mais qu'est-ce que je comprenais pas? C'était quoi?» Mais c'est que mon oreille n'était pas du tout faite. Ouais. Il y avait pas énormément de Français à l'époque non plus, ni de Nord-Africains Mmh. à Montréal, beaucoup moins que maintenant. Mmh. Donc, il y avait pas, il y avait vraiment oui, il y avait je rentrais dans un magasin, c'était très rarement quelqu'un qui avait un accent un peu neutre, Ouais. parler ou un accent plus français ou plus, nord-africain ou quelque chose. C'était vraiment un accent de Montréal ou d'ailleurs au Québec et ça a mis quel j'ai mis un peu de temps aussi à m'y habituer. Oui, puis tout le vocabulaire, le français informel, le vocabulaire du français Ouais. informel, est complètement différent, donc c'est sûr que ça prend un peu d'exposition et puis de: «Qu'est-ce que tu veux dire là?» Et au niveau de la culture, donc maintenant tu es installée en France, est-ce que tu as tu vois d'après ton expérience personnelle, des différences entre, la façon de vivre au Québec, la façon de vivre en France? Alors oui, je pense peut-être moins maintenant qu'avant, mais je venais en France depuis que j'étais petite passer mes vacances parce que mes grands-parents étaient à Paris, hem et donc je pensais que je connaissais la France. Mmh mh. Mais en fait pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc mon rêve était un jour j'habiterai en France, un jour j'habiterai en France, heu, mais je pense parce que je voulais être en Europe et je voulais être près de tous les autres pays. Mmh. Mais c'est très différent de ce que j'imaginais. Je pensais que c'était beaucoup plus, culturellement libéral, Mmh. alors que non, Ouais, je trouve libéral dans le que sens, progressiste, oui, pas ouvert économique à du terme, mais vraiment ouvert d'esprit, et alors il est pas je peux pas dire que ça ne l'est pas du tout, mais ce n'est pas du tout comparé à ce que moi je pensais. Ça l'est beaucoup moins que ce que je pensais. mmh, Hem, après ça l'est quand même beaucoup, mais rien à voir avec le Canada et rien à voir avec le Québec et rien à voir avec Montréal. c'est sûr. Hem, donc j'ai eu cette première surprise-là. Heu, Tout me paraissait plus compliqué. Louer un appartement, ouvrir un compte en banque, avoir un compte OT, enfin je trouve que C'est pas juste une impression, hein, c'est oui, OK. comparé au Ouais. Canada, c'est plus compliqué. Donc ça l'est moins parce qu'au Canada, ça l'était encore plus facile que ce ne l'est maintenant. Donc je peux dire que pour un Français qui arrive aujourd'hui à Montréal, c'est beaucoup plus compliqué que pour un Français qui est arrivé à Montréal il y a 15 ans Ouais. ou il y a 20 ans. Mmh. Donc c'est pour ça que je dis les 2 pays se ressemblent. Je pense qu'il y en a un qui va dans un sens, l'autre dans l'autre et puis c'est en train de se balancer et je trouve que ça se ressemble plus maintenant. D'accord. Il y a aussi beaucoup, beaucoup plus de Français, en tout cas à Montréal qu'avant, donc je pense qu'il y a plus de mélange interculturel et que forcément les 2 cultures se retrouvent Mmh. moins différentes qu'avant. Ouais, Mais j'ai eu, une grosse adaptation en arrivant en France, ouais, oui. donc choc culturel en arrivant en J'ai eu un France. choc culturel, ouais. Et c'est peut-être un peu difficile à dire, mais si tu peut-être on a quelqu'un qui écoute, qui hésite entre, immigrer en France ou immigrer au Québec, est-ce que tu aurais des critères pour choisir? Comme C'est trop dit, je peux pas dire j'aime je sais pas. Après Montréal me manque tellement que je suis peut-être pas objective. Montréal, c'est spécial, c'est comme Voilà, une ville à part, enfin, c'est difficile à expliquer, mais Montréal, c'est vraiment différent de tout ce qui existe ailleurs. C'est pas le Québec, c'est Montréal. exactement, Enfin, c'est si Montréal. je pense qu'on pouvait faire l'indépendance de Montréal. Et puis moi, c'est une partie de ma vie aussi, c'est toute ma vingtaine, début de ma Mmh, trentaine, enfin voilà, c'est une autre époque, donc j'ai ouais. peut-être une nostalgie qui fait peut-être que j'idéalise. Mmh. Ceci dit, je pense encore maintenant, aujourd'hui, qu'il est peut-être, hormis le froid, parce que tout le monde me dit: «Oui, mais il fait froid», mais bon, pour moi, le froid, on s'y fait. Hormis le froid, je pense qu'il est peut-être plus facile, de s'habituer à vivre au même au Canada en général, Mmh. même au Québec, qu'en France. Voilà. Ouais. Donc Ça quelqu'un qui dépend hésiterait aussi entre les peut-être 2, du ouais, je dépend parle du peut-être au niveau de la background, mais oui, voilà, ça dépend du background. Peut-être au niveau de la facilité, mmh, heu, peut-être plus facile. ouais, Et un c'est peu plus, très ouais. difficile de dire parce qu'il y a la j'adore la France. Il y a voilà, c'est la France, il y a tellement de choses extraordinaires. Mmh, Quelqu'un qui vient en France et qui
y a tellement à explorer, à découvrir, Mmh. voilà. Donc c'est Mmh. dur de répondre. Oui, 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 puis c'est chaque personne a ses préférences, Oui. personnelles et son vécu d'avant et va vivre l'expérience Idéalement, d'une je façon différente. ferais Idéalement, je ferais 2 mois ici, 2 mois en France et 2 mois au Québec. 2 mois en France, 2 mois au Québec. Je serais la personne la plus heureuse du monde. Ouais, ouais. Ouais, moi aussi, en fait, j'adore vivre ici. Montréal, c'est ma base, mais j'aime retourner en France et justement profiter de tout ce qui est disponible, le voir comme une touriste, mais sans la mauvaise humeur des Français au quotidien. C'est important. Les Canadiens sont quand même plus positifs, donc ça a ses inconvénients aussi, mais globalement au quotidien, c'est un peu plus stressant d'être en France. Et puis l'administration est encore un peu plus simple ici, même si c'est pas, ça reste de l'administration. Euh, mais oui, il y a des choses. La qualité de vie en France est quand même très bonne. Donc voilà, question de choix personnel, peut-être essayer les deux et puis voir au Ouais, final partir en exploration, en voyage exploratoire, comme avant de prendre la décision, aller oui. voir les deux. Pour revenir sur le sujet des langues, donc tu as dit que tu étais bilingue et que tu apprends aussi plein de langues. Qu'est-ce que c'est être bilingue ou polyglotte pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, bilingue, bilingue pour moi, c'est je trouve qu'on utilise le mot bilingue des fois un peu légèrement. Ok, Bilingue pour moi, c'est que si on me demande à la fin d'un film dans quelle langue j'ai vu le film, très souvent, je ne sais pas. Si d'accord. je l'ai vu en version originale, disons que si c'est un film américain, je ne sais pas si je l'ai vu des fois en français, en anglais. Enfin, je ne sais pas. Je La langue n'existe pas pour moi. Je ne fais pas la différence entre les 2. Ça se je Voilà. On me demande des fois dans quelle langue je rêve. Je ne sais pas trop. Mhm, Honnêtement, je ne sais pas. Heu, pour certaines émotions, c'est l'anglais qui ressort. Pour d'autres émotions, c'est le français qui ressort. Je ne sais pas pourquoi. Et des fois, au milieu de tout ça, il y a l'arabe qui sort, alors que ça fait très, très longtemps que je ne suis pas dans un pays qui parle arabe. Hem donc voilà. Après, bilingue, polyglotte, je suis pas sûre que je comprenne la définition de polyglotte, à vrai dire, parce que j'entends des gens dire qu'ils sont polyglottes et qui parlent 25 langues. J'ai du mal à croire qu'ils parlent 25 langues parfaitement. non, ouais. Mm. Il y a sûrement des surdoués qui si, mais je pense que c'est très peu. Après, polyglotte, à partir de quel moment je suis polyglotte? Moi, je peux pas me définir polyglotte. Je parle très bien, mes 2 langues. Je me débrouille pas mal en arabe. Hem, mais pas parler, lire et écrire, je sais lire, mais parler, bon, je me débrouille. Après, j'ai l'espagnol qui est assez fort, Mhm, beaucoup plus fort que l'arabe. Hem Et puis à partir de l'espagnol, c'était facile d'apprendre l'italien et puis je me suis amusée à apprendre, le chinois. Là, je m'amuse avec le grec, mais je peux pas dire que je suis polyglotte. mhm, Après, ce que ça veut dire pour moi, c'est juste l'immense plaisir d'aller dans un pays et de pouvoir connecter avec les gens à un autre niveau. mm, Il y a rien de plus magique. mm, Et des fois, ça prend pas grand-chose. On n'a pas besoin d'être polyglotte, mais juste quelques mots, ça crée un lien mhm. qui est juste magique et qu'on n'a pas toujours, qu'on peut avoir même si on parle pas la langue, mais ça augmente les chances d'avoir ces moments un peu magiques Ouais. quand on voyage. Mhm. Ouais, ça permet de déclencher ces occasions où on va pouvoir échanger un sourire ou rire de nous aussi parce qu'on on massacre la prononciation. Mais ça, ouais, ça fait une belle connexion humaine au Et travers de la langue. et puis, au-delà de tout, ça permet de voir, les pays complètement différemment. Je sais pas, quand je me suis mise à apprendre le chinois, je vois plus du tout la Chine et les Chinois de la même façon, du tout, du tout. Mhm. Je sais pas expliquer, c'est devenu un pays qui me paraît plus beaucoup plus normal, beaucoup moins lointain, beaucoup moins étranger. Après, j'y suis allée entre-temps Mm, aussi, parce qu'évidemment, on apprend une langue, du coup, on a envie de découvrir et la culture et les gens et nanana. mm. Et donc je pensais ça, l'apprentissage des langues et le polyglottisme, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la découverte, c'est le voyage. Même si on voyage pas physiquement, hein, le Mm. voyage, Mm. parce qu'on regarde, Intellectuel ou parce voilà, que, ouais. les Mm, recherches qu'on fait sur YouTube, mm. voilà, maintenant je regarde des fois des vidéos en chinois, et il y a tout un univers qui s'ouvre et ça a pas de prix, c'est magique. Ouais. Donc polyglotte.
peu importe, peut-être la proficience, mais c'est déjà avoir une porte ouverte sur plein d'autres cultures, plusieurs autres cultures et donc ouvrir le champ des perspectives et puis notre esprit à d'autres façons de vivre, d'autres cultures, d'autres façons d'être. Donc vive le polyglottisme ou en tout cas l'apprentissage des langues, même si c'est juste à un niveau basique pour échanger quelques mots dans le pays, merci, bonjour, au revoir. Donc, c'est une marque de respect aussi pour les personnes à qui on rend visite chez eux. Ou oui, ça nous aide à comprendre leur vision du monde, à comprendre. Peut-être pas à comprendre, mais à être informé d'une vision du monde alternative. Pour conclure cette interview, est-ce que tu peux nous dire où on peut te trouver si les gens qui regardent veulent prendre des séances de coaching en français ou en anglais? Comment ils peuvent te contacter? Alors, ils peuvent me trouver sur Instagram à Feriel is a language coach. Sinon, mon site, English with Feriel. Et puis sur LinkedIn, Feriel Temar. Il y a plein de façons différentes de me contacter. Et les liens seront sous la vidéo. Donc vous pourrez trouver Feriel très facilement. Merci beaucoup, Feriel. C'était un plaisir de te accueillir ici. Je pense qu'il y a Merci. plein de choses intéressantes. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de m'avoir accueilli chez toi. C'était super sympa. Merci. Merci. Ciao, ciao.